voici, nous voilà. Est-ce que ça tourne ? La salle de lecture. Jean-Christophe Ruffin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast de la salle des lectures consacré à la sortie de votre roman D'or et de jungle. Un podcast sous l'angle très strict du postpartum et en forme d'interview un peu particulier dont je vous donne le principe. 2 points. Vous avez devant vous des enveloppes. Dans chacune de ces enveloppes que vous piocherez au hasard. Balthazar. Eh ben non. Bandar. Oui. Un subtile allusion au nom de la capitale du sultanat du Brunei où se déroule en partie votre roman, Bandar Seri Begawan. Dans chacune de ces enveloppes donc se trouve une question qu'il vous faudra, s'il vous plaît, Jean-Christophe, lire à haute voix avant d'y répondre de même ou pas. Est-ce que c'est clair ? Oui. Est-ce qu'on peut y aller ? Quand vous voulez. Alors c'est parti, je vous laisse piocher une première enveloppe. Il y a celle-là qui me plaît bien, là. Celle dépasse. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah merde, j'ai déchiré. Oui, non, il faut déchirer, c'est bien, ça leur donne du boulot après. Oui, c'est pas mal. Une question très longue sur un sujet très flou. Durant la période du postpartum, des phobies d'impulsion se manifestent souvent par la peur pour les parents de blesser leur bébé, de le noyer, de le brusquer ou de l'agresser sexuellement. Oui, c'est vrai. Les personnes ayant ces phobies souffrent d'une terrible anxiété à l'idée que ces pensées obsédantes ne se traduisent en actes ou qu'elles ne dissimulent une partie très obscure de leur personnalité, au pluriel. Jusque-là méconnue, au pluriel. Avez-vous ressenti des phobies d'impulsion après la naissance de votre livre ? Oui, c'est difficile. Hein. Une question de la longueur du podcast à peu près, donc c'est bien. En fait, quand je lis ça, je pense aux peintres qui détruisent leurs toiles, par exemple, et tout. Mais moi, j'ai jamais ça. J'ai l'impression que le fait d'avoir écrit un livre, déjà, est une destruction de l'idée qu'on avait en commençant à l'écrire. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose, puis on n'y arrive en fait pas. On fait un truc qui, de toute façon, ne vous satisfait pas. Donc, il n'y a pas de raison de le blesser ou il va s'abîmer tout seul. Le fait que quelque chose existe, c'est déjà plus l'idée, vous voyez, quand elle flottait dans la tête. On avait une idée, on voulait faire quelque chose, puis on n'y arrive pas. Voilà. D'accord, mais ça se passe mieux avec les enfants en général quand même. Oui, mais la différence avec les enfants, c'est qu'on n'a pas à les élever. C'est-à-dire qu'ils s'élèvent tout seuls. Quoi. Pas vraiment quand même. Là, j'observe votre comportement là, depuis quelque temps à la sortie de votre roman, mais vous êtes là, vous l'accompagnez. Oui, mais c'est parce que ça me fait plaisir aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de savoir que je parle à quelqu'un. Voilà. Alors, le fait qu'il y ait des lecteurs, que je les rencontre, que je leur parle, qui me posent des questions, qui m'engueulent éventuellement du reste, c'est pas, ça n'a pas grand-chose à voir avec le roman. En fait, ça a quelque chose à voir avec la relation que j'entretiens avec ces lecteurs. Mais beaucoup d'entre eux viennent en me disant j'ai lu d'autres livres, voire j'ai lu tous vos livres parfois, ou j'en ai lu aucun, mais en tout cas, c'est ça qui est en jeu. C'est pas le livre en particulier. D'accord, très bien. Et on prend une autre question. Alors, j'aime bien, moi, quand ça va vite. Oui, on va vite. Hop, là, c'est déjà plus... C'est plus court ? Ah oui, c'est beaucoup plus court. Ah, ça me plaît. Est-ce que ça fait vraiment plaisir, toutes ces visites, ces photos, cette avalanche de signes amicaux quand on vient de mettre son livre au monde ? Oui, ça fait plaisir, mais c'est un peu ambivalent parce que on se dit, les pauvres... Ils pensent que c'est un heureux événement, comme on dit, pour la naissance. Alors qu'en fait, il y a aussi une dimension de perte dans la naissance d'un livre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a nourri, qu'on a élevé en soi, si vous voulez, pour le moment. Puis on s'en est délivré. C'est aussi un terme. Et puis souvent, ça ouvre une période de vide, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore un autre projet, on ne travaille pas encore sur autre chose. L'imaginaire flotte un peu, il est encore rattaché à ce qu'on a fait, mais ça ne vous appartient déjà plus. Voilà. Ce qui fait que c'est pas forcément une période très bonne. Et c'est pour ça aussi que je fais toutes ces rencontres. C'est parce que ça remplit cette période-là. Ça la fait vivre, quoi. Une sorte de baby blues du livre qui... Oui. Mais ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai parce que, si vous voulez...
Quand quand vous écrivez un livre, moi j'écris très vite, hein, mais enfin j'y pense quand même souvent longtemps avant. Puis après je me mets dans le bouquin, ça me prend quelques semaines seulement, hein, c'est très court, mais c'est très intense, très terriblement intense. Et à la suite de ça, ben, il y a un peu un trou d'air, forcément, voilà. Et alors, il y a un trou d'air qui est complètement vide, c'est tant que le livre n'est pas paru. C'est-à-dire, vous l'avez rendu, mais il n'est pas paru. Alors là, bon, bah, là, faut trouver là, faut, danger, hein. Faut partir en voyage, faut tomber amoureux, enfin, là, et puis, après le livre paraît. Alors là, bah, c'est encore pire parce que, vous voyez, par exemple, les gens vont rigoler sur une page où vous vous êtes bien amusé en l'écrivant et puis mais ça fait 6 mois, donc vous, ça vous fait plus rire du tout. Et les gens vous disent: «Ah là, c'était bien». Bon, donc il faut se raccorder avec ça. Il faut se remettre un peu dans les conditions. Mais en fait, on n'est plus dans les mêmes conditions puisque on devient soi-même un lecteur en quelque sorte, voilà. Mmh. C'est bon, D'accord, mais j'entends très bien. J'entends très bien. C'est un peu comme après avoir fait l'amour, on a une petite période pendant laquelle on a un voilà, peu, hein, la petite mort, voilà, ouais, comme voilà, dit. c'est ça, hein, Ouais. on est là-dedans. J'en OK. prends une autre? Bah, oui, oui, allez-y, prenez une autre enveloppe. Elles sont très Je vous mignonnes vos écoutais. enveloppes. Alors celle-là, elle est courte. Très bien. Est-ce qu'il existe des livres malchanceux qui naissent avec des handicaps ou des maladies incurables? Si oui, est-ce lié à la génétique? Moi, j'ai un ami qui est un écrivain américain qui s'appelle Thomas Harris, qui a fait Le silence des agneaux, etc., qui n'a jamais donné d'interview. Moi, je le connais par d'autres biais. Et un jour, il me dit, je lui dis, alors, le livre que tu es en train d'écrire, comment ça va et tout. Et là, il me dit, ah, il est mort dans mes bras. Voilà. Il a eu cette formule, il est mort dans mes bras. Il n'a pas pu, voilà. Donc là, il est même pas né avec un handicap, il est pas né du tout. Voilà. Et en effet, il y a des livres. Ça, on s'en rend compte avec le temps. Moi, quand même, ça fait 25 ans que je fais des romans, donc je suis passé à la phase où il y a eu vous savez, des recueils, genre Quarto, par exemple, on a fait avec plusieurs livres, donc il fallait choisir. Donc on choisit ceux qui vous paraissent tenir le coup, quoi. Puis ceux qui sont, voilà, justement, qui ont des handicaps ou qui ont des maladies incurables. On peut rien en faire. C'est à cause du temps, souvent? Non, c'est parce que on s'est planté, quoi. Il y a un défaut de construction, en fait. Enfin, moi, je crois beaucoup à la question de la construction. Je réfléchis beaucoup aux structures des livres parce que je pense que elles sont pas forcément, doivent pas forcément être conscientes, mais quand même, c'est mieux si on sait à peu près où on va, comment comment on veut construire son livre. Et il y a des livres qui sont mal foutus, quoi. C'est-à-dire que la structure colle pas, ou alors elle est en ce qu'on a voulu faire ne colle pas avec les personnages qu'on a créés. Et il y a un moment donné, il y a une sorte de, de rivalité. On fait pas ce qu'on veut avec les personnages, hein. Et c'est Patrick Rambaud qui raconte ça à propos d'un livre. Il s'appelait La Bataille qu'il avait fait. Il a eu le Goncourt. Il a voulu faire une suite. Et il dit, il y avait un personnage que j'aimais beaucoup, je voulais le mettre dans la suite, mais cet imbécile est tombé de cheval et il est mort. Et, et voilà, il y a une logique des personnages qui peuvent ne pas vouloir entrer dans ce qu'on veut leur faire faire, quoi. Voilà. Et vous qui êtes neurologue, est-ce qu'il y a un système nerveux du livre? Est-ce que vous voyez un rapprochement entre les 2? Est-ce qu'il y a des endroits, névralgiques, des trucs comme ça? Oui, enfin, disons que C'est pas des questions très intéressantes, mais si je me si, posais si, une si, si, non, mais ça m'oblige à me les poser, en tout cas. Mais je pense qu'il y a, si vous voulez, le système nerveux du livre, enfin, du roman, hein, attention, oui, oui, pardon, oui. c'est l'intrigue, c'est-à-dire le moteur romanesque. Parce que dans ce capot, sous le capot de la bagnole, là, il y a un moteur. Il faut qu'il y ait un moteur. Le moteur, c'est ça qui va faire tourner les pages, les gens. Mmh. Le lecteur, il va avoir envie de savoir ce qui se passe. Il faut qu'il y ait une espèce de différence de potentiel, comme en électricité, entre un chapitre et l'autre, et puis Mmh. qu'ils se sentent aimantés vers le suivant. Bon, ça, c'est ça, le moteur romanesque. Après, tout le reste, c'est des descriptions, c'est des commentaires, c'est voilà, des portraits, etc. Bon, ça se rattache à ça. Mais si ce que vous appelez le système nerveux, c'est-à-dire, moi, je l'appellerais le moteur romanesque, n'est pas puissant, il n'innerve pas tout ça, vous voyez, c'est mou, quoi. Mmh. Ça tient pas, ça vit pas.
D'accord. Vous vous êtes très inspiré de Dumas, tout ça. Vous avez jamais pensé à faire un feuilleton, par exemple? Si, 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 alors déjà ce qui m'a inspiré, c'est j'ai une admiration, vraiment profonde pour ces feuilletonistes du 19e parce qu'ils travaillaient vite, parce qu'ils étaient obligés d'aller vite, parce que Mmh. le soir, il y avait un type qui te tapait Ouais, à la porte, c'est qui du disait, boulot, quoi. voilà, Mmh. alors tes 10 pages de la journée, là, tu nous les Mmh. sors et tout et puis il fallait le faire et moi, je m'en suis beaucoup inspiré, au début par nécessité, parce que j'avais un autre métier et j'avais pas beaucoup de temps à consacrer à l'écriture et maintenant je le fais par habitude et par, justement, fidélité à cette méthode. J'écris les livres très, très vite, très, très vite, alors j'y pense, j'y réfléchis, je machin, mais quand je m'y mets, alors là, paf, faut que ça aille très Mmh. vite, comme les feuilletonistes, quoi. Et je me fixe même des quotas, comme s'il y avait un type qui allait frapper, à la porte le soir. Mmh. Alors il y a personne qui vient, mais quand même, il y a moi et Et qui me livreur de pizza, peut-être? voilà, c'est Mais ça. attendez, du coup, si vous écrivez très, très vite, est-ce qu'il y a cette espèce de phénomène, un peu surréaliste de l'écriture automatique? Est-ce qu'il y a des choses qui vous échappent, qui sortent, du coup, dans l'écriture et qui, quand vous relisez, vous dites: «Ah, c'est ça, finalement, que j'avais dans la tête»? Bah, bah, je pense que je suis plus maîtrisé que ça, Ouais. mais malgré tout, enfin, je sais que la meilleure période de la journée, c'est tôt le matin ou au réveil après une sieste et tout. C'est ce que les psychiatres appellent la période parahypnique. C'est la période où il y a autour du sommeil, où là, c'est souvent là qu'il y a des phénomènes d'épilepsie et cetera Mmh. particuliers qui se produisent. Parce qu'il y a une espèce de libération de l'inconscient à ce moment-là. Et moi, je sais que c'est là que ça va le mieux, quoi. C'est là que ça va le mieux parce que, il y a la vigilance, il y a tout ce qu'on a voulu faire, mais il y a aussi une part Mmh. d'imprévu, quoi, Parce que vous êtes très maîtrisé, il y a une part de vous qui qui vous se échappe un lâche. peu, quoi. Voilà, voilà. Et c'est ça ce qu'il vous faut pour Bah, que ça marche, quoi. en tout cas, c'est les meilleurs, je trouve que c'est les meilleurs moments. Je C'est là comprends. où c'est le vrai Bon, on s'échappe complètement de mon principe de postpartum, oui, on y va. voilà, Bah, voilà, oui, ouais. mais ça, c'est ça. Et une dernière question pour ce premier épisode. Très bien. Une question pré-postpartum. Pour ou contre l'avortement en matière de livres? Si oui, à quel chapitre? Oui, alors ça, j'en ai pratiqué beaucoup. Effectivement, il y a, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le livre mort-né, un livre qui est né qui est mort entre vos bras, Mais vous qui écrivez vite, ça vous arrive aussi? Ça vous prépare pendant super longtemps? Vous vous mettez à écrire et là, hop, non? Si, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Alors ça veut pas forcément dire que le livre est mort. Ça peut aussi vouloir dire tout simplement que le début ne colle pas et qu'il faut le mettre de côté et le reprendre. Parfois, on s'engage mal dans le truc, mais ça, c'est pas forcément, ça ne condamne pas le projet. Ça simplement, on s'est mis dans une impasse, on est parti dans une direction, qui n'est pas la bonne Mmh. et il faut savoir s'arrêter. C'est pas la peine de s'enfoncer dans un truc qui fonctionne pas. Ça, je l'ai fait souvent. D'accord. Bah, c'est un peu comme cet épisode. On va pas s'enfoncer plus, même si c'était plutôt cool. Jean-Christophe, merci. On marque une pause avant de se retrouver pour un deuxième épisode. Le temps pour nos auditeurs d'un clic sur deuxième épisode. La salle de lecture.